Donc, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à tous les participants donc, à notre premier webinaire de l'année 2025. Nous sommes heureux de pouvoir vous compter avec nous pour cette première édition de notre journée Supply Chain que nous organisons avec la collaboration et la participation de la Fondation M-Supply. Nous allons commencer la session avec cette présentation en fait de notre webinaire avec les participants qui sont donc de la Fondation M-Supply, de la centrale de la Côte d'Ivoire, de la centrale de Djibouti, qui ont bien voulu aussi se joindre à nous pour partager leur expérience en matière donc d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et tout autre. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis donc Azel Minongo. Je suis le directeur exécutif de la CAM. Euh, et à cet effet, donc, je coordonne la mise en œuvre de la stratégie de l'association de la fêtière pour l'ensemble de nos pays, l'ensemble donc de nos chaînes d'approvisionnement. L'agenda de notre réunion donc va porter sur la présentation donc et les démonstrations des fonctionnalités clés de M-Supply qui sera faite par M. Richard Moiseau, hein, qui est là. Suivra les témoignages des utilisateurs, notamment l'expérience de la centrale de Djibouti, la CAME, dont nous avons l'honneur de recevoir le directeur général, Dr Hassan. Nous allons ensuite avoir la participation et les témoignages de la nouvelle PSP de la Côte d'Ivoire, donc la centrale de la Côte d'Ivoire, et aussi donc l'intervention de Dr Kodo, qui est la responsable, donc la directrice d'une des directions donc, de la nouvelle PSP. Et suivront donc les échanges entre nos centrales, entre nos intervenants, hein, mais également pour l'ensemble des participants, nous allons vous demander de pouvoir utiliser le fora, donc pour les questions, pour exprimer donc vos préoccupations, vos questions, vos partages d'expérience également, qui sont les bienvenus. Donc, nous allons commencer, nous allons enchaîner directement nos présentations. Euh, et je vais commencer par présenter donc M. Richard Moiseau, qui est avec nous. Je ne sais pas si Richard nous entend. Richard est donc un spécialiste de la chaîne d'approvisionnement avec une expérience diversifiée donc, dans les secteurs des produits chimiques et des spécialités du diagnostic in vitro de la pharmacie. Il travaille donc pour la Fondation M-Supply en tant que chef de projet, principalement pour les pays francophones. Oui, oui, je vous entends très bien. Je Alors, suis toujours on va vous... actuellement Oui, en Nouvelle-Zélande pour le moment. Toujours. voilà. Voilà. Donc, on va vous passer la main. On va vous demander de reprendre la main et donc de partager aussi la présentation que vous avez préparée à cet effet. Et voilà. Et on vous revient dans 30 minutes. Merci. Parfait. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir présenter le travail de notre fondation et puis également un honneur d'avoir Dr Kodo et le Dr Hassan pour vous parler un petit peu de leur expérience avec nos services et avec notre organisation. Voilà, donc juste en guise d'introduction, j'aime beaucoup cette photo parce que ça nous rappelle vraiment aujourd'hui pour qui on travaille et pour qui on essaye de faire des logiciels et d'apporter des solutions qui permettent vraiment de leur faciliter la vie. Donc, c'est les pharmaciens, assistants pharmaciens, gestionnaires de stock des médicaments dans les pays dans lesquels nous travaillons. Et voilà, donc c'était vraiment en guise d'introduction un petit peu pour resituer un petit peu justement le contexte dans lequel évolue la Fondation M-Supply. Donc, la Fondation M-Supply, c'est avant tout 20 ans d'expérience. Donc voilà, je vais peut-être commencer juste par un petit rappel de ce qu'est la Fondation M-Supply. Donc, on est vraiment une organisation à but non lucratif, donc basée en Nouvelle-Zélande, où je suis actuellement, euh, euh, avec vraiment des services et des logiciels orientés autour du renforcement des systèmes de santé. C'est vraiment notre activité principale. Et pour ça, on met au service de nos partenaires 20 ans d'expérience. Le logiciel a été initialement créé à Katmandou, au Népal, par notre directeur général. Et il est toujours utilisé là-bas. Il a été créé avant tout, pas du tout dans l'optique de devenir une solution globale,
mais vraiment dans l'optique d'aider la centrale d'achat des médicaments de Katmandou au Népal. Et finalement, du fait d'avoir fait un logiciel adapté aux besoins spécifiques des chaînes logistiques du médicament, le logiciel a été aujourd'hui utilisé dans plus de 40 pays. On verra la carte juste après. L'autre aspect fondamental de nos services et surtout de nos logiciels, c'est qu'on travaille sur une solution à 100% open source. Pour nous, c'était très important dans la mesure où on souhaite vraiment faciliter l'accès à des logiciels performants et à des logiciels de qualité sans la barrière des frais de licence, mais également pour pouvoir encourager l'innovation collective autour de ces logiciels, puisque comme vous le savez certainement, un logiciel open source peut être modifié par n'importe quel développeur. Et notre souhait le plus cher, c'est d'avoir des développeurs africains qui créent leurs propres modules et génèrent leurs propres rapports directement dans le logiciel. Enfin, le troisième aspect qui est aussi fondamental dans notre travail, c'est tout ce qui va être autour du transfert de compétences. Donc, pour nous, c'est vraiment important de dire que notre objectif n'est pas de rendre captifs les pays, de les rendre dépendants à une organisation tiers. Notre objectif, c'est vraiment d'assurer le transfert de compétences et de propriété de nos logiciels vers les équipes nationales pour des questions de durabilité du système et aussi tout simplement pour des questions de coût, pour qu'ensuite, voilà, qu'il n'y ait pas de dépendance à une assistance technique étrangère. Voilà. Donc, j'espère qu'à travers ma présentation, je pourrai vous démontrer cela, mais j'espère également qu'à travers les expériences terrain de la Côte d'Ivoire et de Djibouti, ce sera également quelque chose qui sera mis en avant. En lettres capitales, tout en dessous de la présentation, il y a vraiment notre mission principale. C'est ce pourquoi on travaille tous les jours, c'est améliorer la disponibilité des médicaments et des vaccins. Voilà, donc on essaye que pour chaque ligne de code qui est faite au niveau de notre logiciel et chaque mission, projet qu'on initie, ça soit vraiment cette mission qui nous tient à cœur et qui tient notamment à cœur à notre directeur général, qui est lui-même pharmacien. Donc voilà, juste pour situer un petit peu la Fondation M-Supply, donc comme je l'ai dit en présentation, moi je suis actuellement en Nouvelle-Zélande au niveau du siège social de la Fondation M-Supply, donc ici tout en bas de la carte, et tous les projets orange sont des projets M-Supply. Donc comme je l'ai dit, principalement notre zone d'activité historique, on va dire, ça a été vraiment la zone Océanie-Pacifique. Voilà, donc avec beaucoup de projets, notamment soutenus par le gouvernement néo-zélandais et australien dans cette région. Donc aujourd'hui, je crois que la quasi-totalité des nations du Pacifique utilisent le logiciel M-Supply pour la gestion des chaînes logistiques des médicaments, que ce soit au niveau des centrales d'achat, mais également au niveau des centres de santé et des centres et des hôpitaux. Et puis maintenant, la plus forte demande pour des solutions comme la nôtre est actuellement en Asie du Sud-Est, et bien entendu en Afrique, et aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse pour ce webinaire. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais pas m'attarder sur Djibouti et la Côte d'Ivoire puisque vous aurez une présentation en détail, mais voilà, donc on a des projets actuellement au Congo-Brazzaville, alors qui n'est pas sur la carte, on a également des projets au Tchad, on a également un projet au Niger qui est principalement axé sur les vaccins, mais on espère bientôt sera également en lien avec avec les médicaments essentiels. Sao Tomé est également un pays pour lequel une mission se prépare, voilà. Et on parlera aussi un petit peu des Comores dans le cadre de ce webinaire. Donc, tout ce que je souhaite vraiment vous montrer, c'est vous parler un petit peu du principe d'un système intégré, donc d'un système qui va être intégré et vertical, donc qui va permettre vraiment de subvenir aux besoins des différents niveaux d'une chaîne logistique d'approvisionnement de médicaments. Et donc, un des niveaux les plus importants, bien entendu, est celui de la centrale d'achat. Et je voudrais vous montrer donc comment on met en place un système intégré, comment on l'a fait dans les pays dans lesquels on travaille, mais également vous montrer quels sont les bénéfices d'un tel système et notamment en guise de conclusion de cette présentation, vous montrer quel est le rôle, en tout cas selon nous, de la centrale d'achat pour assurer le succès dans l'établissement d'un système intégré.
Donc, une solution verticale intégrée, donc je l'ai déjà dit, c'est vraiment un système qui va permettre de réunir ensemble tous les établissements de santé, de distribution de médicaments qui participent du coup à la disponibilité des médicaments au niveau des patients. Donc, bien sûr, on ne peut pas... cela commence bien sûr au niveau du ministère de la Santé. Souvent, on travaille avec les directions de la pharmacie, les directions d'information sanitaire, qui sont des acteurs très importants qui collaborent au niveau du projet. Et après, donc, on commence avec la centrale d'achat, les entrepôts intermédiaires et bien entendu les points de service. Voilà, donc vraiment dans cette logique que le système va permettre d'avoir cette traçabilité par des médicaments du point d'entrée jusqu'au point de dispensation. On pourra également discuter un petit peu de la modularité du système qui permet, on n'est pas obligé de déployer le système sur l'ensemble de la chaîne logistique tout de suite. Il est tout à fait possible, et c'est notamment le choix qu'ont fait certains pays, de commencer par exemple par la centrale d'achat et les entrepôts intermédiaires avant d'aller vers, par exemple, les points de service. Mais d'autres pays ont fait le choix inverse, où ils ont déjà des solutions qui sont utilisées au niveau de la centrale d'achat, par exemple, ou déjà des solutions qui sont utilisées au niveau des entrepôts intermédiaires, et donc OpenMSupply va être utilisé uniquement au niveau des points de service. Voilà, donc c'est vraiment cette flexibilité qu'offre également le système. Et un système intégré ne veut pas dire qu'on doit utiliser uniquement le logiciel MSupply, ça veut dire que le logiciel va pouvoir s'intégrer, avoir une interopérabilité avec d'autres systèmes, et c'est ce qui, on va notamment beaucoup parler de Sage avec Djibouti. Voilà. Donc, d'autres caractéristiques importantes de nos logiciels, et notamment du logiciel MSupply. Donc, on est sur un logiciel multi-utilisateur. Donc, ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire que dans un hôpital, par exemple, les utilisateurs vont pouvoir se connecter en même temps sur la même base de données. Donc, quelqu'un au niveau du magasin ou de la pharmacie centrale va pouvoir gérer ses stocks, faire ses réceptions, faire ses inventaires, etc. Et une autre personne qui, elle, assure la dispensation va pouvoir, elle, dispenser les médicaments ou les vaccins aux patients, tout en mettant à jour le même fichier de données, donc le même stock. L'autre point important, bien sûr, et ça a été un critère très important dans la quasi-totalité des projets, c'est le fait que le logiciel fonctionne entièrement hors ligne, et notamment grâce à un système de synchronisation qui permet vraiment que toutes les données sont stockées au niveau de la tablette ou au niveau de l'ordinateur qui est utilisé au niveau d'un hôpital, par exemple, et va ensuite se synchroniser. Dès qu'une connexion Internet est disponible, va pouvoir synchroniser les données sans être dépendant d'une connexion Internet stable et continue, par exemple. L'idée, c'est vraiment de pouvoir allumer le hotspot sur son smartphone et de pouvoir synchroniser les données, et ensuite de pouvoir continuer ses opérations sans Internet. Open source, on en a déjà parlé. L'interopérabilité, c'est quelque chose de très important, on en parlera également plus tard. La version mobile, je viens de l'évoquer, donc le logiciel fonctionne également sur tablette Android. Et on a également un outil pour tous les produits. Pour tous les produits, c'est quelque chose qui est important, et je pense que c'est quelque chose qui parlera notamment aux professionnels qui travaillent pour les centrales d'achat. C'est qu'on a vraiment cette vocation d'avoir un outil qui va être une plateforme unique pour tous les produits de santé. Aujourd'hui, vous le savez certainement, beaucoup de chaînes logistiques fonctionnent en silo, avec notamment un logiciel qui va être utilisé particulièrement, par exemple, pour les produits VIH, un logiciel qui va être utilisé pour les vaccins. Et donc, notre ambition et notre vocation, c'est vraiment de réunir ces produits-là sous une même plateforme pour pouvoir vraiment agréger les données au niveau d'un même système pour les preneurs de décision qui sont souvent les mêmes. Et puis, c'est surtout que, au-delà du fait que les preneurs de décision sont les mêmes, les bénéficiaires, c'est-à-dire les patients qui vont obtenir ces médicaments, eux, pour le coup, peuvent avoir des maladies ou des conditions qui sont différentes. Et voilà, donc ça permet d'avoir une gestion cohérente de l'offre de soins. L'autre point qui n'est pas évoqué ici et qui est aussi important, c'est que le logiciel qu'on a développé est un logiciel qui permet vraiment d'avoir un retour quasi en temps réel des données sur le terrain. Il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui qui fonctionnent sur un système de rapportage mensuel, par exemple, et c'est ce qui permet vraiment d'enlever certaines contraintes, notamment, voilà, c'est parfois des logiciels qui sont plus simples d'utilisation ou qui permettent vraiment d'avoir au moins la visibilité une fois par mois.
Ici, le logiciel MSupply, c'est vraiment des données en temps réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les données se synchronisent via une connexion Internet, les données sont les données de consommation, les données de stock, les données d'expiration des produits sont accessibles en temps réel au niveau de notre tableau de bord MSupply ou autre plateforme de visualisation des données en ligne. Voilà, donc on va parler un petit peu plus maintenant de la solution en tant que telle. Et je ne pouvais pas parler d'MSupply pour les centrales d'achat sans évoquer le fait que le logiciel est actuellement utilisé comme un ERP ou un Warehouse Management System dans certains pays. Donc voilà, donc c'était plusieurs projets. Donc là, j'ai notamment mis sur la droite les projets principalement en Afrique. Donc on a aujourd'hui Secoma en Angola qui utilise MSupply Desktop pour les opérations au niveau de l'entrepôt central. Le Sierra Leone, le Libéria, on a Sao Tomé. Au Nigeria, pour le moment, c'est surtout les États fédéraux, donc les entrepôts des États fédéraux qui utilisent le logiciel, mais il y a également un projet pour que son utilisation soit étendue au niveau des entrepôts centraux. Et enfin, le dernier pays ici, c'est Zanzibar, qui utilise le logiciel également au niveau de sa centrale d'achat. Notre logiciel pour les entrepôts centraux, c'est vraiment un logiciel qui dispose, on va dire, de la plus large gamme de fonctionnalités, vraiment axé au niveau des opérations logistiques. Donc, on va avoir vraiment toute la partie approvisionnement, donc avec la possibilité de planifier ses achats, de pouvoir gérer ses fournisseurs, ensuite de pouvoir gérer les contrats et bien sûr de pouvoir placer des commandes auprès de ses fournisseurs. Et ensuite, on vient l'étape suivante avec la réception, donc avec l'avis d'expédition ou ASN, la possibilité d'avoir des procédures de réception un peu plus complexes avec la réception, par exemple, à l'aveugle par les équipes au niveau de l'entrepôt, et ensuite qui peut être vérifié par les équipes administratives qui vont ensuite comparer ce qui a été reçu avec le PO ou avec la facture avant justement de pouvoir initier la facturation. Donc on est vraiment sur un système beaucoup plus complexe que le logiciel que l'on offre au niveau des hôpitaux ou des cliniques. Voilà. Donc au niveau des gestions des stocks, bien sûr, on a la gestion par remplacement. On a la possibilité de générer des inventaires physiques, que ça soit complet ou partiel. Et on a également tout un système qui permet de mettre en place des réapprovisionnements automatiques. Voilà, donc vraiment pour faciliter la tâche de gros entrepôts qui ont des activités différentes des centres de santé. La dernière étape, bien entendu, c'est tout ce qui va être autour de la distribution, donc traitement des commandes clients, donc qu'elles viennent de MSupply ou qu'elles viennent d'un autre logiciel. Par exemple, en Angola, à Secoma, donc le logiciel MSupply est utilisé au niveau de la centrale d'achat, mais les centres de santé utilisent un autre ILMS qui s'appelle OpenLMS, et donc on reçoit les commandes directement de ce logiciel au niveau de la centrale d'achat, et donc elles sont automatisées. Et donc l'automatisation des processus, c'est vraiment quelque chose dont on va également discuter. Bien sûr, tout ce qui va être édition, préparation des commandes pour leur expédition, l'édition des documents d'expédition, et bien sûr après la facturation, si elle a lieu. Donc je vous ai parlé de la partie gestion d'entrepôt. Je voulais également vous parler maintenant un petit peu des fonctionnalités clés au niveau de ce qu'on appelle les ILMAS, ou en français e-sigle. Donc vraiment tout ce qui va être plus à destination des dépôts intermédiaires, dépôts régionaux, dépôts provinciaux et des points de service, donc hôpitaux, cliniques, centres de santé. Et donc ici, on est vraiment sur des fonctionnalités classiques que l'on retrouve chez les systèmes ILMAS. Donc on a vraiment un système de commande qui peut être périodique, donc qui peut permettre de placer une commande tous les mois ou tous les trimestres en fonction des différents besoins, des différents programmes nationaux de santé, par exemple, avec bien entendu le calcul de la quantité suggérée sur la base de la consommation moyenne et du stock disponible, donc selon les critères standards des ILMAS, des e-SIG, et également tout ce qui va être gestion des stocks, on va dire, basique, avec réception, inventaire, distribution. Et le petit plus, on va dire, c'est qu'on a également tout un module de dispensation patient qui va permettre de générer des ordonnances individuelles pour chaque patient. Donc vraiment à destination des pharmaciens qui vont leur permettre de savoir ce qu'ils ont dispensé et à qui, et de pouvoir ainsi avoir l'historique pour un patient donné.
Dans notre logiciel, on a également ajouté, et notamment dans le cadre de notre partenariat avec Gavi et l'UNICEF, d'autres fonctionnalités, notamment autour de la chaîne du froid. Donc, on a développé notre propre solution de surveillance de la chaîne du froid avec des capteurs Bluetooth, qui est une solution qui a été approuvée par l'OMS dans leur catalogue de solutions préqualifiées. Donc, ça fonctionne avec un capteur Bluetooth qui va envoyer les données, les relevés de température directement au niveau du serveur et qui ensuite pourront être mis en relation avec les données de stock. Et donc, nous, ce qu'on trouve particulièrement intéressant dans ce système-là, c'est que ça, non seulement on a un système qui nous alerte en cas d'excursion de température, en cas d'anomalie, mais on a également un système qui va permettre de nous dire, OK, j'ai mon insuline dans ce réfrigérateur, le système me dit qu'elle a été exposée à des températures anormales pendant 2 heures. Bon, peut-être que ça vaut la peine d'aller générer une inspection pour voir si le produit est toujours propre à être distribué à des patients. Dans le même cadre, toujours dans la chaîne du froid, pardon, on a également développé une compatibilité avec les appareils Berlinger, qui sont des appareils qui, je crois, sont vraiment très utilisés à travers l'Afrique et à travers le monde en général. Donc, on appelle les Fridge-Stack, qui sont ces petits boîtiers jaunes qu'on met dans les frigos. Et on a également développé tout un système de gestion des équipements de la chaîne du froid, donc qui va permettre de pouvoir créer un registre des équipements de la chaîne du froid dans le pays, dans chaque établissement de santé qui dispose d'un équipement, et de pouvoir mettre à jour en temps réel son statut fonctionnel, d'avoir également tout l'historique des réparations, des maintenances de chacun de ces équipements, et qui vont également être des données qui vont pouvoir remonter au niveau central, voilà, que ce soit d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire pour pouvoir planifier par exemple l'achat de nouvel équipement en cas de défaillance de certains, ou tout simplement pour pouvoir mesurer la performance de la chaîne du froid, notamment au niveau des établissements. L'autre aspect également qui va au-delà des fonctionnalités ILMS et e-Sigle, c'est ce qu'on appelle les fiches individuelles patients. Et ici, c'est vraiment tout ce qui va être le suivi des indicateurs démographiques. Donc, quand on fait une dispensation, le logiciel, principalement, il va d'abord mettre à jour le stock. Donc, j'ai donné tant de tablettes de paracétamol à tel patient, mais on va également pouvoir aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recueillir des données démographiques sur ce patient et épidémiologiques. Et c'est notamment un besoin qui a été exprimé dans le cadre des programmes nationaux de santé, par exemple pour le VIH, où il y a non seulement on veut savoir quel produit a été distribué aux patients, mais on veut également savoir, par exemple, quels sont ses résultats de laboratoire, quelle est son adhérence au traitement. Voilà, donc tout un tas d'indicateurs qui vont pouvoir être capturés par l'utilisateur au moment de la dispensation. Et c'est notamment des indicateurs qui sont en général demandés par les grands bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, comme le Fonds mondial, par exemple. Et dans le même cadre, on a également développé une carte de vaccination digitale, donc, qui sera pilotée à Djibouti d'ici quelques jours, et qui permet vraiment de faire le suivi des vaccinations des enfants, par exemple, donc, en général dans le cadre du PEV, et qui va permettre, voilà, de pouvoir s'assurer que chaque enfant reçoit bien les doses de vaccin dont il a besoin. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour vous donner un ensemble des fonctionnalités sur lesquelles on a travaillé ces dernières années. Mais un des aspects importants, maintenant, pour en revenir à Centrale d'achat, c'est vraiment tout l'aspect interopérabilité dont je vous ai déjà parlé, et notamment ici, parce que d'avoir beaucoup côtoyé les professionnels de santé et de gestion des stocks de médicaments en Afrique, notamment une interopérabilité avec le logiciel Sage, donc, que nous avons développé pour la première fois dans le cadre du projet à Djibouti, justement. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails parce que je suis sûr que le docteur Hassan va en parler. Mais voilà, très simplement, l'idée, c'est de pouvoir, au niveau du logiciel Sage, qui sera donc utilisé au niveau de la centrale d'achat, pouvoir recevoir les bons de commande de son client direct qui utilise mSupply. Et donc, bon, les bénéfices attendus, vous les devinez, c'est bien sûr l'automatisation, il y a les délais de traitement des commandes sont réduits, etc., etc. Mais également dans l'autre sens, c'est-à-dire que les bons de livraison qui sont générés par Sage vont être directement intégrés au niveau du logiciel mSupply du client direct, et donc ce qui va permettre notamment
d'éliminer les besoins de saisie manuelle au niveau des réceptions et de récupérer toutes les informations qui sont déjà stockées dans Sage, c'est-à-dire les numéros de lot, les numéros d'expiration, le prix de vente, etc. Et on peut même aller plus loin, on pourrait ajouter voilà, le nom du fabricant, les numéros de série, etc. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose d'important. Et peut-être ce que j'ai oublié de dire ici, c'est que la Fondation M-Supply n'a pas pour vocation de remplacer des systèmes qui fonctionnent bien. Et c'est ce qu'on a pu constater à plusieurs reprises, notamment, surtout en Afrique francophone, c'est que l'utilisation de Sage, que ce soit Sage 100 ou Sage X3, est vraiment bien maîtrisée. Et en plus, c'est un logiciel qui répond également à d'autres besoins, notamment en termes de finance et de comptabilité, qui sont beaucoup plus adaptés aux besoins des centrales d'achat. Et donc, nous, notre objectif, c'est pas de remplacer un système qui fonctionne. Donc, l'idée, c'est plutôt de voir comment on peut intégrer ce logiciel au niveau de la logistique, de la chaîne logistique des médicaments au niveau national. L'autre aspect important il me semble pour les centrales d'achat, va être aussi autour de tout ce qui va être visibilité des données. Donc, je vous en ai parlé, le logiciel M-Supply permet vraiment de récupérer les données des différents centres qu'il utilise, donc hôpitaux, cliniques, etc., au niveau central, et va pouvoir ensuite permettre de les afficher dans ce qu'on appelle, nous, le tableau de bord M-Supply, donc qui est un logiciel qui est également un logiciel open source, fait partie, entre guillemets, du package dans tous les projets que l'on réalise. Et donc, il va permettre vraiment d'afficher ces données. Et ici, le logiciel est vraiment personnalisable, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir construire son tableau de bord selon ses besoins. Donc, le plus souvent, ces tableaux de bord sont à destination des entités ou départements au niveau du ministère de la Santé, mais il est également important pour les centrales d'achat, et parce que vraiment, c'est ce qui va aujourd'hui permettre à la centrale d'achat, qui jusqu'à présent travaillait peut-être uniquement dans ses murs, on va dire, avec le logiciel Sage, va maintenant pouvoir étendre sa visibilité sur, par exemple, les données de stock de ses clients directs. Et donc là, ici, je donne quelques exemples d'indicateurs qu'on peut travailler. Donc, il va y avoir tous les indicateurs au niveau des stocks, bien sûr. Donc, la centrale d'achat va pouvoir être alertée via ce tableau de bord que certains produits, notamment des produits critiques ou des produits traceurs, sont bientôt à court de rupture chez ses clients directs, donc par exemple un hôpital national, un hôpital de référence. Et donc, plutôt que d'attendre que ce site place sa commande, ici, on a vraiment la possibilité pour la centrale d'achat d'anticiper le besoin et de, pourquoi pas, organiser une expédition pour pouvoir réapprovisionner ce site et s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture de stock qui pourrait être critique, notamment pour les patients. L'autre donnée importante, bien sûr, c'est tout ce qui va être les données de consommation. Donc, ça va permettre à la centrale d'achat de savoir quelles sont les quantités consommées par leurs clients directs. Et ça, bien sûr, ça a un avantage, ça va être vraiment l'avantage autour de pouvoir quantifier les besoins pour planifier les achats de la centrale. Donc, c'est pour ça que je parle de pilotage par les données, c'est qu'on va pouvoir récupérer ces données, et quand on va réaliser sa quantification annuelle ou trimestrielle, on va pouvoir la baser sur des données solides qui proviennent du terrain. Et enfin, l'autre aspect important, et ça vient vraiment de mon expérience dans le privé avec tout ce qui est au niveau du service client, c'est de pouvoir également mesurer la capacité de la centrale à fournir ses clients en temps et en heure, dans les bonnes quantités, etc. Donc, tous ces indicateurs qui mesurent la qualité du niveau de service. Et donc, de pouvoir s'améliorer si ces indicateurs ne sont pas bons, mais au moins d'avoir la visibilité sur les indicateurs, des indicateurs clés comme ça, pour pouvoir, pourquoi pas, mener des réformes ou des projets d'amélioration pour toujours permettre l'amélioration de la disponibilité des médicaments. Un autre point important, je ne sais pas si c'est quelque chose si c'est un logiciel qui est vraiment connu au niveau des centrales d'achat, c'est parce que c'est quand même un outil aujourd'hui qui est central au niveau de tout ce qui va être visibilité sur les données. Donc, on a une interopérabilité avec le logiciel DHIS2, donc qui est un logiciel de collecte des données, pas uniquement logistique, mais également épidémiologique, etc. Et donc, on a également cette possibilité d'envoyer les données directement depuis M-Supply vers ce logiciel-là.
Donc, je crois que sur les 5-6 derniers projets que nous avons initiés au cours des dernières années, il n'y a pas un projet qui n'a pas une composante intégration avec DHIS2. Donc voilà, donc un petit peu pour terminer sur les bénéfices attendus d'un système intégré. Bien entendu, le premier au niveau des opérations, c'est vraiment l'automatisation. Donc, l'intégration d'un ERP à la centrale d'achat avec OpenMSupply va vraiment permettre d'automatiser les processus de commande. Certains pays aujourd'hui continuent de recevoir les commandes sur format papier, qui demandent également aux opérateurs de la centrale d'achat de les saisir manuellement dans le système. Ce qui bien sûr implique des délais et potentiellement des erreurs. Et donc ici, on a vraiment un système qui va permettre de générer la commande automatiquement. Bien sûr, il faut toujours qu'un humain puisse vérifier que tout va bien, mais l'idée, c'est vraiment au moins pour 90% des commandes, qu'elles puissent être automatiquement reçues au niveau de la centrale. Mais l'avantage de l'automatisation est également vrai pour les bons de livraison, parce que pour les bons de livraison, on a vraiment également au niveau des centres de santé, les hôpitaux, donc le pharmacien qui va recevoir sa commande, il n'a pas forcément le temps d'aller saisir pour chacun des articles le numéro de lot, la date d'expiration et toute autre information qu'on lui demande de saisir. Donc l'idée ici, c'est qu'il va pouvoir recevoir toutes les données directement depuis le logiciel Sage, par exemple, et va donc pouvoir simplement vérifier que les quantités sont bonnes et mettre à jour son stock automatiquement d'un simple clic. Le deuxième bénéfice, on en a parlé, du coup, c'est d'avoir vraiment cette possibilité de piloter les opérations de la centrale par les données, donc grâce aux données terrain en temps réel, pour mieux anticiper les besoins, améliorer son niveau de service, etc. Et l'autre bénéfice, qui est peut-être pas le plus évident, c'est également tout ce qui va être la centralisation des master data, donc ce qu'on appelle les master data, donc c'est tout ce qui va être le catalogue produit, etc. Le fait d'avoir un système comme MSupply qui est au moins piloté ou au moins qui implique la centrale d'achat, c'est qu'on va vraiment pouvoir avoir une nomenclature commune pour les produits, ce qui permet d'avoir vraiment une base unique et cohérente, voilà, qui facilite ensuite la qualité des données, la précision des informations, etc. Voilà, parce qu'aujourd'hui, un des constats qu'on peut faire dans les pays, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes et il y a autant de nomenclature qu'il y a de systèmes. Et le point de référence pour la nomenclature, ça devrait être, en tout cas selon nous, ça devrait être au niveau de la centrale d'achat. Voilà, donc j'en ai terminé maintenant vraiment sur la partie solution. Donc vous présenter un petit peu quels sont les logiciels que l'on fait, quelle est notre mission, quel est euh, les produits qu'on a fait. Et maintenant, je voudrais vraiment passer quelques temps sur, selon nous, le rôle des centrales d'achat dans le déploiement d'un système comme MSupply. Et je tiens vraiment à préciser que l'idée, c'est que, et c'est notamment le cas de la CAM et de la NPSP, de la nouvelle PSP qui vont intervenir après moi, c'est que la centrale d'achat n'a pas besoin d'utiliser le logiciel MSupply elle-même pour jouer un rôle clé dans le déploiement du logiciel au niveau national et au niveau de ses clients directs, notamment. Et pourquoi un rôle clé dans un projet comme un projet de déploiement MSupply? C'est que, bon, déjà, c'est peut-être celui qui est le plus évident, la centrale d'achat est le point d'entrée, donc c'est vraiment le maillon clé de la chaîne logistique, en assurant vraiment la réception, le stockage et la distribution. Alors, bien sûr, il peut y avoir des grossistes privés dans les pays, etc., donc la couverture n'est pas totale, mais en tout cas, pour les chaînes de distribution et d'approvisionnement public, l'engagement de la centrale d'achat est clé, surtout si on veut avoir la traçabilité des produits. Voilà. Donc, sans leur engagement, on peut penser que cette fiabilité des données peut être compromise. Donc, on en arrive justement au deuxième rôle clé, c'est que, et c'est notamment le cas à Djibouti, où la centrale d'achat va vraiment jouer le rôle de garant de la qualité des données. Et pas seulement des codes articles, par exemple, ou des références produits, mais également, comme on l'a dit, un système comme Sage ou n'importe quel autre ERP va vraiment devenir la source de vérité pour tout le système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a saisi l'arrivage d'un lot avec une date d'expiration et toutes les informations qui sont enregistrées au niveau de ce lot, toutes les informations vont ensuite être transférées d'un niveau
d'un niveau supérieur au niveau inférieur de la chaîne logistique. Et donc, ainsi, on a vraiment un système cohérent et avec des données. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir dire que la tablette de paracétamol qui a été distribuée au niveau d'un centre de santé, on peut la tracer jusqu'à l'arrivage, quelques mois plus tôt, au niveau de la centrale d'achat. Mais j'en viens peut-être maintenant au point qui, selon moi, est le plus important, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite saluer au niveau de Djibouti et de la Côte d'Ivoire, c'est que les centrales d'achat ont vraiment la maîtrise des réalités opérationnelles. Donc on parle bien sûr des flux, des procédures, des contraintes logistiques, et donc leur implication est clé pour permettre de configurer M-Supply selon les pratiques du terrain. C'est pas les seuls, bien sûr, hein. Je tiens vraiment à souligner le fait qu'on travaille en général avec les directions de la pharmacie, avec la direction de l'information sanitaire, qui sont les importants des acteurs clés. Mais vraiment pour la partie opérationnelle, les centrales d'achat ont vraiment cette expertise métier qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme les nôtres. Et l'autre point important qui découle finalement également de cette expertise métier, c'est que selon nous, le personnel de la centrale d'achat, et pas exclusivement eux, mais en tout cas vont être des champions du changement. Donc non seulement pour le point numéro 3 que je viens de signaler, c'est-à-dire qu'ils deviennent des champions du changement assez naturellement du fait de leur expertise métier, mais également parce que la centrale d'achat qui voit du coup les bénéfices opérationnels dont elle peut bénéficier avec l'installation d'un logiciel comme M-Supply, va ensuite encourager l'adoption du logiciel au niveau du niveau inférieur, donc au niveau de ses clients directs, et ensuite les niveaux inférieurs vont encourager son adoption au niveau des points de santé et des points de dispensation. Et donc ainsi, c'est tout le système qui bénéficie de cet effet boule de neige, et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que aussi l'une des contraintes que l'on a, c'est de s'assurer que le logiciel est bien utilisé partout. Surtout souvent quand on a des contraintes de temps ou des contraintes budgétaires, les projets peuvent aller assez vite, ce qui ne nous laisse pas nécessairement le temps pour pouvoir assurer le déploiement du logiciel. Et donc c'est là où le personnel de la centrale d'achat, mais également les autres partenaires que j'ai déjà cités, vont jouer un rôle clé pour la durabilité du logiciel et sa bonne adoption. Et donc là, en lien avec mon dernier point, le renforcement des capacités locales, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. Je l'ai déjà dit en guise d'introduction. Tout projet M-Supply a pour objectif de constituer une équipe locale de super utilisateurs. Quand on dit super utilisateurs, c'est vraiment des personnes qui vont être capables de faire eux-mêmes les formations des utilisateurs et d'administrer le système, c'est-à-dire de pouvoir, vraiment de la création de l'utilisateur jusqu'à la création des articles, jusqu'à la création des fournisseurs, des clients, etc. Tout doit pouvoir être maîtrisé au niveau du logiciel. Et ça comprend également le déploiement de nouveaux sites. Et ça, c'est notamment une des compétences qui a été acquise par les équipes de la LPSP, de la DAP ou à Djibouti par la CAM. Voilà, donc, je vais peut-être aller directement à mon dernier point. Non seulement c'est notre philosophie de travail, donc on souhaite sincèrement transférer ces compétences au niveau local, mais c'est surtout que, bon, c'est peut-être surtout, en tout cas c'est moi qui le pense, mais je pense au niveau de l'organisation, c'est surtout que je suis persuadé que c'est la seule façon de garantir la réussite d'un projet. Tout projet qui dépendrait d'une expertise étrangère, ou en tout cas à l'extérieur du pays, mettrait en péril la réussite d'un projet de déploiement, surtout des projets ambitieux comme des déploiements nationaux. Et l'autre chose que je voulais souligner, justement, pour le rôle des centrales d'achat, donc encore une fois, l'idée, c'est que le personnel des centrales d'achat peut vraiment avoir ce rôle clé, justement, dans cette activité de transfert de compétences. Et là, notamment, je voulais souligner, par exemple, qu'un des membres de la CAM de Djibouti est actuellement aux Comores pour la participation à un projet M-Supply. Donc, un projet M-Supply différent dans un autre pays. Mais je le vois vraiment un petit peu comme la preuve que cette compétence acquise au niveau national peut également être mise au service d'autres pays
d'autres projets et que ce ne soit pas nécessairement des consultants de la Fondation M-Supply qui réalisent ces activités. Voilà. Donc, on est vraiment ravis de voir ce type d'initiative se produire et on souhaite vraiment l'encourager dans le futur, voilà, dans tous les autres projets que nous commençons. Alors, bien sûr, ça, c'est la question qu'on me pose toujours. Combien ça coûte? Et donc, tout ce qui va être au niveau aussi des questions d'appropriation. Donc, c'est vraiment une question compliquée au niveau des coûts parce que au niveau du logiciel, on est sur un logiciel open source qui ne nécessite pas de licence. Donc, il y a seulement le serveur central qui nécessite une licence qui est à peu près autour de 10 000 $. Et c'est une licence qui est non renouvelable, c'est-à-dire qui est non récurrente. C'est-à-dire qu'il faut la payer une seule fois et ensuite elle appartient au pays pour toujours. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de contraignant. Donc, la réponse la plus simple que je peux donner, c'est que l'investissement minimum pour un logiciel comme M-Supply, peu importe la taille du pays, c'est 10 000 $. Maintenant, pour la réussite d'un projet et pour la durabilité d'une solution comme M-Supply, c'est... alors, pardon, je reprends. Donc, ce qui va ensuite vraiment constituer la grande majorité des coûts, c'est tout ce qui va être les besoins d'assistance technique des pays. Voilà, donc le niveau de formation qui va devoir être donné par les consultants de la Fondation M-Supply, les visites sur le terrain, les visites d'analyse et de collecte des besoins, tout le temps d'aide à la configuration. Ce que j'ai envie de dire à ce sujet-là, c'est que je pense que la grande majorité des coûts sont en général au niveau des premières années de déploiement du logiciel. C'est là où elle est vraiment nécessaire parce que c'est à ce moment-là que le pays doit acquérir toutes ses compétences et ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Et idéalement, nous en tout cas c'est ce qu'on aimerait voir, c'est qu'on verrait le niveau d'implication des consultants de la Fondation M-Supply diminuer au fur et à mesure des différentes phases de déploiement. L'autre aspect, et donc je tiens à insister que c'est tout ce qui va être au niveau des coûts de support et de maintenance. Voilà, donc c'est des coûts qui sont extrêmement importants dans la mesure où c'est des coûts qui vont nous permettre en tant qu'organisation de pouvoir bien sûr s'assurer que le logiciel fonctionne correctement, c'est-à-dire de corriger les bugs, de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème grave d'utilisation, de pouvoir continuellement le mettre à jour et également de pouvoir travailler sur les innovations de demain. Voilà, donc l'idée c'est que comme tout logiciel open source, OpenMSupply, dès qu'un nouveau module est ajouté, dès qu'une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour l'ensemble des pays. Donc voilà, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à développer le logiciel, on a vraiment besoin de pouvoir en tout cas subvenir voilà, aux besoins de nos personnels, de nos développeurs. Une autre chose que je souhaitais donc dire là-dessus, c'est que notre organisation n'a pas vocation à grandir. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 50 employés, 50-60 employés. Voilà, l'idée, c'est pas de doubler notre équipe dans les 2 prochaines années. Donc, j'en reviens encore à cette volonté de transfert de compétences qui, pour nous, l'idée, c'est que les équipes nationales puissent prendre le relais et compléter finalement nos effectifs pour pouvoir déployer le logiciel là où on en a besoin. L'autre question importante, c'est tout ce qui va être au niveau de l'hébergement. Donc, je sais que c'est souvent une question qui est très importante. Donc, voilà, c'est assez simple pour moi d'y répondre. Le logiciel peut être hébergé sur le cloud. Donc, nous, on offre ce service hein, à nos pays partenaires. Donc, voilà, dans des centres de données qui se situent aux Pays-Bas, voilà, qui sont vraiment conformes à toutes les procédures de sécurité, de sauvegarde des données, etc. Ou alors, bien entendu, certains pays nous font la demande que le logiciel soit hébergé au niveau d'un centre de données national, et c'est également tout à fait possible. Donc, c'est vraiment au choix du pays. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. D'ailleurs, on pourrait en discuter ensuite dans les échanges. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de faire l'un ou l'autre. Voilà. Peut-être avant de finir, il y avait toujours dans cette question du transfert de compétences, il y avait
on pourra en discuter avec Acer par la suite, mais il y avait également cette possibilité de voir comment on pourrait développer ces compétences au niveau de la gestion de logiciels à travers une organisation comme la CAN, voilà, qui pourrait devenir un des partenaires de la Fondation Supply si c'est quelque chose qui intéresse ses membres. Conclusion, donc je voulais bien entendu un petit peu parler du changement dans l'environnement mondial de l'aide au développement, notamment avec l'arrêt des financements USAID qui a impacté beaucoup de pays. Donc pas forcément revenir sur cette décision en tant que telle, mais vraiment voir qu'est-ce que ça a impliqué pour nos projets, pour nous. Pour nous, tout simplement, ça renforce cette idée qu'il faut absolument que les systèmes numériques, que ce soit pour le climat, pour l'éducation, pour la santé et pour la logistique, comme c'est le cas pour nous, soient vraiment aux mains du pays pour qu'ils ne soient pas dépendants des variations voilà, de l'écosystème mondial. Et voilà, donc ça a finalement renforcé ça. Mais au-delà de ça, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'était, je pense sincèrement que ça renforce d'autant plus le rôle des centrales d'achat dans ce type de projet, parce que qui mieux qu'une entité nationale, point d'entrée des médicaments dans un pays, pour justement prendre le relais d'agences internationales qui pouvaient les aider jusqu'à présent. Et le troisième point, c'est également que dans un contexte où il y a peut-être moins de ressources justement pour financer l'achat de médicaments, ou en tout cas les renforcements de systèmes de santé, l'intérêt de logiciels comme MSupply, et pas que MSupply, hein, on a parlé de HS2 notamment, et devient d'autant plus critique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gâchis, qu'il n'y ait pas de perte au niveau des stocks. Et ça, vraiment, c'est notre conviction qu'un logiciel comme MSupply permet vraiment d'éviter ce type de gaspillage, et donc permet de s'assurer que l'argent qui est dépensé, que ce soit de l'argent d'agence internationale ou l'argent du pays, soit ensuite bénéficie directement à un patient qui en a le besoin. L'autre point qui est important, bien sûr, c'est vous parlez peut-être un peu des innovations. Donc, on travaille bien entendu à intégrer l'intelligence artificielle dans notre logiciel. On a déjà commencé à travailler notamment en Côte d'Ivoire avec une société qui s'appelle Pendulum, qui, en gros, grâce à un algorithme sur la base de l'intelligence artificielle, permet de générer des quantifications beaucoup plus sophistiquées que celles simplement basées sur la consommation moyenne mensuelle. Donc on travaille là-dessus, et on travaille également avec d'autres solutions qui font un petit peu la même chose. Au niveau de l'utilisation du logiciel également, de voir comment on pourrait intégrer une sorte d'assistant personnel, plutôt que d'avoir à taper sa commande, de pouvoir demander simplement au système de placer une commande pour les produits ARV à la centrale d'achat, voire même encore mieux, de demander à un hôpital, le pharmacien d'un hôpital puisse demander au logiciel de placer une commande pour tous les produits qui vont bientôt être en rupture. Donc ça fait partie des choses, ou tout simplement demander au logiciel de générer des rapports sur mesure sur la base d'instructions simples. Voilà. Donc toujours essayer d'enlever un peu les barrières d'un logiciel qui sont aujourd'hui souvent liées au fait qu'il faut acquérir une expertise en programmation informatique et en code, ce que l'IA va pouvoir peut-être faciliter. Et une autre sérialisation qui tient beaucoup à cœur à notre directeur général, c'est tout ce qui va être au niveau de la sérialisation. Donc, toujours pour assurer la traçabilité des produits, et donc vraiment d'intégrer le numéro de série des produits. Donc aujourd'hui, je sais que des agences comme le Fonds mondial encouragent, obligent même les fabricants à mettre les numéros de série sur leurs médicaments. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser cette information, encore une fois, toujours pour améliorer la traçabilité des produits. Et donc là encore, la centrale d'achat comme point d'entrée des médicaments reste un organisme, enfin une institution clé pour mettre en œuvre un projet comme la sérialisation. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Merci Acer. Ouais. J'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, comme c'était la première présentation, on t'a accordé 10 minutes supplémentaires, et je pense que c'était aussi riche en termes de compréhension, okay, d'analyse de la fonctionnalité, de l'interopérabilité, de son caractère open source, mais également de toutes les fonctions qui pouvaient être couvertes par le logiciel.
du niveau central jusqu'au niveau périphérique, et également aussi d'avoir une idée en termes d'estimation, d'investissement, en termes de budget et également en termes de sécurisation donc des données, hein, en termes de sauvegarde, de souveraineté donc de ces données-là. Bon, voilà, il y avait la nécessité d'aborder ces questions. Et donc, je te remercie à ce propos. Et donc, comme tu l'as si bien dit dans ta présentation, nous allons faire un pas. On va permettre à Dr Hassan Abdourahmane Elmi, le directeur général de la CAME de Djibouti, donc c'est la centrale d'achat des médicaments et consommables médicaux de la République sœur de Djibouti, de pouvoir donc nous partager l'expérience de Djibouti dans l'utilisation de la solution de M-Supply, hein, au sein de la centrale, mais également au sein du pays. Voilà. Donc, Dr Hassan, si vous pouvez ouvrir votre micro et peut-être mettre votre présentation euh, en mode présentation, donc, pour qu'on puisse suivre avec vous. Oui, là, c'est bon. Vous Voilà. m'entendez? Vous me recevez? On vous Merci. entend très bien et on vous donne la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup, Hassan. Merci. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller directement au sujet. D'abord, moi, je vais beaucoup plus insister sur le fait que l'importance que la centrale d'achat joue au niveau de la gestion des données, au niveau du cycle. La centrale d'achat est un acteur, comme l'a si bien signalé Richard, un acteur dans les opérations. Et nous sommes les premiers à sentir les perturbations au niveau des ruptures, au niveau d'une mauvaise gestion. Donc, et il est tout à fait important qu'on puisse aller de l'avant et ne pas rester uniquement au niveau de la centrale d'achat et nous contenter uniquement du rôle voilà, de l'approvisionnement et de la distribution. Donc, je vais un peu retracer un peu l'historique de Djibouti au niveau du système d'information gestion logistique. Je vais commencer en 2011. On avait fait des premiers ateliers avec la santé de la reproduction et on parlait déjà de système d'information en gestion logistique. Mais à cette époque, voilà, il y avait des petits logiciels ou des logiciels sous forme Excel qui étaient beaucoup plus difficiles à entretenir et il n'y avait pas une automatisation comme maintenant et les logiciels tels que M-Supply. En 2013, on avait commencé à élaborer les premières fiches de supervision. Donc, comme vous comprenez, que si la nomenclature, aussi la façon de travailler n'est pas harmonisée, il est difficile de remonter correctement les informations. Une délégation de Djibouti avait participé à un atelier qui était organisé au niveau de l'OMS en 2014. D'ailleurs, c'était au Burkina Faso. Donc, ça nous a permis d'avoir un peu plus d'éléments pour travailler et renforcer notre système. Et dans la même année, on a mis en place un plan de renforcement avec nos partenaires. Donc, cela nous a permis de revoir un peu notre système déjà au niveau de la centrale d'achat. Donc, on utilisait déjà Sage. Donc, ça nous a permis de mettre à jour beaucoup de fonctionnalités au niveau de Sage. Et puis, 2 années après, on a mis en place des guides qu'on a appelés œil gaz qui permettaient d'intégrer déjà tous les programmes dans un même document pour que la supervision sur le terrain soit beaucoup plus facile. Et en 2019, il y a un guide qui a été élaboré par certains partenaires, Gavi, Fonds mondial, qui ont sélectionné des systèmes d'information
Et ils ont mis aussi des orientations pour aider les pays pour que les pays puissent facilement acquérir ce type de logiciel. Et mSupply en faisait partie. Donc, nous, on a fait notre première demande de financement sur un système, un cycle en 2021 avec le Fonds mondial. Et on avait retenu à cette époque la société mSupply. En 2023, on avait fait les premiers démarrages dans une phase pilote avec 3 programmes, à savoir le programme VIH, TB et paludisme. Et par la suite, on a ajouté le programme de la santé de la mère et de l'enfant, qui ont eux aussi rapidement senti l'intérêt d'avoir un système d'information logistique. Et à partir de la phase de démarrage, on a pu élaborer l'expansion du logiciel et actuellement, nous sommes dans la phase de mise en œuvre. Donc, pourquoi pourquoi avoir un système cycle? Donc ça, je pense que ça a été largement expliqué par Richard, donc je ne vais pas en revenir. Mais pourquoi la centrale d'achat? La centrale d'achat joue énormément et a intérêt de piloter ce système parce que nous sommes le premier bénéficiaire. Parce que si je essaie de parler de façon un peu terre à terre, les économies que vous allez faire au niveau par exemple, les ruptures qui vont être évitées, les économies que vous allez faire en termes de, de confort, par exemple, parce que les personnes n'auront plus à se déplacer, il y a moins d'incompréhension au niveau de la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans sa globalité. Par exemple, une personne qui se trouve à l'autre bout du pays, elle se connecte, elle fait sa commande automatiquement et le système permet à ce que la personne qui valide puisse automatiquement recevoir et qu'elle valide. La centrale d'achat, dans la même journée, peut commencer à préparer la commande. Donc, et la livraison peut se faire même le lendemain ou dans les 48 heures. Donc, il y a énormément de temps gagné, énormément de ressources économisées et il y a la fluidité de l'information. Donc, et ça sauve des vies et ça facilite le travail pour toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, et c'est aussi une opportunité pour nous, centrales d'achat, et pour les acteurs du système pharmaceutique de profiter d'une telle opportunité parce que c'est grâce à ces opportunités qu'on peut améliorer notre système pharmaceutique. Vous savez tous que voilà, donc dans le système de santé, le secteur pharmaceutique est un peu mis en arrière parce que voilà, nous on vient en appui, c'est plus la médecine qui est mise en avant quand vous travaillez dans les hôpitaux, vous comprenez facilement ce que je veux dire. Donc, pour nous, ça nous permet de mettre en valeur le travail que nous faisions. Ça permet de mettre en valeur les acteurs qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement parce qu'on perd beaucoup de personnel qui se retrouvent dans l'administration centrale parce qu'ils sont sous-exploités ou ils ne sont pas traités à leur valeur. Donc, et il n'y a pas un autre acteur dans le système qui a une vue systémique de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous savez exactement d'où viennent les problèmes, vous maîtrisez tous les flux et vous maîtrisez aussi votre système de distribution et vous pouvez, par la même occasion, apporter des améliorations à travers l'écoute et l'élan que sollicite la digitalisation, parce que c'est le gouvernement et tout le monde s'intéresse actuellement à la digitalisation pour pour apporter une amélioration à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, quelle est l'approche qu'on a choisie? Donc, avant de se lancer, il faut déjà bien connaître et il faut faire une bonne analyse de votre organisation dans vos pays respectifs. Et par la suite, il faut aussi identifier tous les acteurs et aussi bien les responsables des programmes,
les hôpitaux, le système d'information sanitaire, les informaticiens. Et il faut oublier personne et inclure et ouvrir les discussions avec toutes ces personnes. Et puis après, il faut aussi déjà avoir une idée des ressources humaines dont vous disposez et des ressources financières à votre disposition. Et il faudra mobiliser tous les soutiens possibles parce que vous comprenez que voilà, le changement n'est pas facile, donc il faut déjà convaincre ces gens-là et pour avoir une mobilisation générale avant de s'attaquer au système d'information, à la mise en place du système d'information sanitaire. Comme je disais, dans la phase pilote, nous, on a pris que 3 programmes et par la suite, on a ajouté le programme SR. Et pendant cette phase, nous avons, tout au long de la phase de pilote, on évaluait à chaque fois et on avançait pas à pas et on saisissait tous les résultats obtenus. Et avec ça, on a pu mettre en place un plan d'expansion et mobiliser par la suite les bailleurs. Notre projet d'expansion est reposé sur les orientations stratégiques. Donc, il faut aussi voir l'étendue du projet. Donc, il ne faut pas être trop ambitieux parce que si vous faites des pas accélérés, vous risquez de tomber. Donc, il faut avancer doucement et de façon méthodique. Et l'autre aussi difficulté ou l'autre point sur lequel vous devrez faire attention, c'est avoir un système de management agile. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup des acteurs, énormément des acteurs sur lesquels vous allez constamment discuter. Il y a beaucoup de bailleurs qui sont positionnés, donc il faudra faire une bonne coordination, il faudra éviter que les activités se chevauchent. Et donc, nous, on a mis en place un seul plan, donc, où tous les bailleurs se sont intégrés. Et il faut aussi identifier les étapes. Hein. Donc, il y a l'interopérabilité, parce que nous, on voulait pas abandonner ce qui marchait déjà et dont nos agents avaient déjà une bonne maîtrise. Donc, nous avons gardé Sage. On a exigé à ce qu'il y ait une interopérabilité, chose qui a été faite. Et nous avons aussi gardé le système d'information sanitaire DHS2. Et là également, il y avait on a réussi l'interopérabilité. Et puis pour les questions d'accès Internet et tout, donc on avait plusieurs options à notre niveau et on les a tous exploitées. Par exemple, dans les sites où il n'y a pas une connectivité, on a mis en place des tablettes donc, et des modules supervision. Voici un peu à quoi ressemble l'architecture de la mise en échelle à Djibouti. Donc, vous avez l'ANSSI qui est notre hébergeur au niveau national sur tout ce qui est donné. Donc, nous, en termes de sécurité, bien que mSupply nous offrait aussi l'opportunité d'un hébergement, mais conformément aux lois dans le pays, nous allons héberger notre donnée au niveau de l'ANSSI. Et puis, là également, au niveau des dépôts, nous avons pour le moment 3 dépôts. La centrale d'achat, la CAM, qui utilise déjà un logiciel Sage. Nous avons un dépôt au niveau pour la tuberculose et un dépôt pour le PEV. Mais c'est dans un futur assez proche, lorsque nous allons finaliser la construction de nos entrepôts, il se pourrait que tous ces dépôts-là se retrouvent dans un seul dépôt. Et puis après, vous avez l'organisation du système de santé. Et dans le système de santé, vous avez les hôpitaux, vous avez les centres de santé communautaires, vous avez les polycliniques et les CMH. Et chacune de ces structures a sa mode de fonctionnement. Donc, et si vous voyez par exemple au niveau du CMH, les CMH ont sous leur responsabilité des postes de santé. Donc, les postes de santé passent leurs commandes au niveau du CMH et les CMH vont passer par la suite leurs commandes au niveau de la CAM. Et voilà. Et pour les structures qui n'ont pas une connectivité, nous avons mis en place un système de mode de supervision
c'est en fait des tablettes, parce que comme le Richard avait expliqué, il y a l'option offline qui est possible avec M-Supply. Donc, les tablettes peuvent être déplacées donc, et la mise à jour peut être faite une fois que il y a le lieu, il se retrouve dans un lieu où il y a une connectivité. Donc là, c'est notre phase d'expansion. Donc nous avons choisi une approche assez, assez prudente et nous avons listé toutes les listes maîtresses. Par exemple, pour chaque programme, on a établi une liste maîtresse. On a suffisamment pris de temps pour le paramétrage et que voilà, aussi bien les utilisateurs que les gens du programme et les décideurs puissent se retrouver dans cette configuration. Et puis, on n'est pas obligé aussi de mettre tout en place tout de suite. Donc, en fonction du site, on déploie les fonctions où le site est préparé. Par exemple, si dans une structure, on voit que, par exemple, pour la gestion des ARV, les préalables sont prêts et que le logiciel peut être utilisé en actif si par la suite, on évalue les autres programmes et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas, par exemple, des contraintes à ce niveau-là. Par la suite, et c'est un point très, très important, et nous, on a commencé ça dès le début du projet, on a commencé à mettre une équipe en place pour les transferts des compétences, et on voulait que ce transfert soit fait le plus rapidement possible. Et actuellement, comme vous l'avez pu le constater, nous faisons nous-mêmes les formations et on sollicite très rarement l'appui de M-Supply pour tout ce qui est dans mise en œuvre et même le déploiement sont faits par nos équipes. Et après aussi, on a mis aussi des plans de formation aussi, pas seulement pour nos équipes, mais aussi pour les équipes qui sont en charge de l'utilisation de M-Supply et l'une des thèmes des formations qu'on avait choisi, c'est le leadership pharmaceutique avec Empower et ça a permis à nos utilisateurs d'avoir des capacités pour le changement de comportement. Et on a aussi également mis en place une équipe de coordination. Notre équipe de coordination s'occupe et organisée de manière à ce qu'il y a une équipe qui apporte un appui au niveau des programmes. On a une équipe qui apporte un appui au niveau de l'informatique, une équipe qui apporte un support sur le terrain et toutes les activités sont enregistrées de telle manière que voilà, on puisse suivre le projet dans sa globalité et identifier là où il y a des erreurs qui se répètent ou des risques au niveau de la gestion. Merci déjà au ministre de la Santé qui nous a accordé sa confiance dès le début du projet et qui nous a appuyés pour qu'on puisse avoir il nous a fait suffisamment de plaidoyer pour que les partenaires puissent nous soutenir. Je remercie également tous nos partenaires, aussi bien les partenaires qui nous appuient financièrement que nos partenaires au niveau sur le terrain. Et je félicite aussi les utilisateurs et je remercie Acer et la CAM pour l'opportunité offerte aujourd'hui. Merci. Merci, Dr Hassan. Merci aussi pour votre disponibilité. Donc, ce partage d'expérience que vous venez de partager avec l'ensemble de participants à ce webinaire, qui n'est que le premier de la série de l'année 2024. Nous allons encore en organiser d'autres au cours des prochains trimestres, dans le cadre donc de nos activités appelées donc la journée supply chain.
Et nous avons vu avec votre présentation comment est-ce que concrètement le logiciel M-Supply est implémenté à Djibouti et comment est-ce que depuis le niveau central jusqu'au niveau périphérique, cela permet également d'améliorer la gestion donc, des intrants de santé. Nous allons faire un prochain pas donc, de Djibouti jusqu'à Abidjan. Je ne sais pas si vous êtes maintenant prête ou pas. Voilà, je pense que Dr. Kodo, OK. Je pense qu'on est bon, que vous m'entendez mieux maintenant. on vous entend mieux et on vous voit bien. À vous la parole. Super. Je suis Dr. Kodo Karine, directrice donc du projet LHSPLA. Et donc, je fais la présentation au compte donc, de notre directeur général de la nouvelle PSP, Dr. Ibrahim Kouyaté, qui s'excuse, donc qui est dans une autre réunion actuellement. Donc, je ferai donc la présentation, mais je le fais aussi au nom de toute l'équipe projet ESTOC, coordonnée donc par la direction de l'activité pharmaceutique, la DAP, en Côte d'Ivoire. Alors, pour ce faire, donc, je vais commencer par présenter comment le logiciel M-Supply a permis d'optimiser la gestion des stocks en Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous allons situer rapidement le contexte, présenter la méthodologie que nous avons adoptée à travers la mise en place d'une équipe projet et l'approche district que nous avons plutôt choisie. Quels sont les progrès et les résultats obtenus? Présenter un exemple d'utilisation de M-Supply à travers son tableau de bord. Présenter aussi l'impact de l'utilisation de M-Supply sur la disponibilité des produits. Tout n'a pas été rose, donc on va vous montrer les difficultés rencontrées durant l'exécution et les solutions proposées. On fera un bref aperçu sur nos perspectives et aussi on tirera donc des leçons de cette mise en œuvre. Alors, en termes de contexte, il faut dire qu'en 2018, nous avons eu l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement qui a fait ressortir au niveau de la gestion de stock et du système d'information deux problèmes majeurs, c'est-à-dire la gestion manuelle des stocks au niveau périphérique avec des fichiers Excel, comme disait tout à l'heure Monsieur le directeur général de la centrale d'achat de Djibouti, des fichiers Excel et chacun avec son fichier, donc ce n'est pas du tout standardisé. Et aussi une insuffisance dans la traçabilité des stocks. Donc, une fois que les stocks étaient mis sur les centres de santé, on avait du mal à tracer ces produits. Et il était important donc d'accéder à des données logistiques de qualité en temps réel sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, aussi bien au niveau ESPC qu'au niveau central d'achat. Donc, nous avons eu en 2018 donc, à faire la sélection d'un outil numérique qui nous permettait de faire la gestion des stocks au quotidien dans le secteur public. Et le choix s'est porté donc, sur M-Supply. La conceptualisation et la datation de l'application aux réalités ivoiriennes a été faite donc, à l'échelle nationale avec l'appui de USAID. Nous avons commencé par une phase pilote dans un district, c'est un district sanitaire de Yamoussoukro au centre du pays en 2019. Et il y a eu la mise en place donc, de deux organes de gestion, un comité de pilotage et une équipe projet qui rassemblait vraiment toutes les parties prenantes majeures donc, de ce déploiement. Et ce déploiement s'est fait sur toute l'étendue du territoire avec financement Fonds mondial, Banque mondiale et LHSPLA. Il faut noter un fait majeur, c'est qu'en 2021, il y a eu une note de la Direction générale de la santé qui a fait de M-Supply le logiciel de gestion de stock national. Donc, toute structure devait utiliser uniquement ce logiciel-là pour faire sa gestion de stock. Alors, donc, en termes de méthodologie, donc, nous avons mis en place d'abord une équipe projet dénommée E-Stock pour Electronic Stock. Avec comme composition, donc, nous avons au niveau du ministère de la Santé le cabinet du ministère qui est impliqué, la direction générale de la santé qui est impliquée. Nous avons aussi en termes de coordination des représentants de la direction de l'activité pharmaceutique et au niveau du système d'information, la direction de l'information sanitaire et la direction de l'informatique et de la santé digitale.
La centrale d'achat participe aussi avec la nouvelle PSP et nos partenaires techniques et financiers, LHSPLA, USAID, Fonds mondial, l'UCP Fonds mondial et l'UCP Banque mondiale, l'UNFPA et bien d'autres partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet. Au niveau, donc, le premier organe de gestion, c'est le comité de pilotage qui se réunit de façon semestrielle et qui regroupe vraiment le niveau hiérarchique de ces différentes structures mentionnées. Donc, qui fixe les objectifs stratégiques à atteindre dans les délais et budgets impartis, qui prend des décisions stratégiques, qui identifie et gère les risques de projet et qui facilite la collaboration et la communication entre les parties prenantes. Nous avons le deuxième organe de gestion qui est l'équipe projet, qui se réunit de façon mensuelle. C'est vraiment l'équipe technique de ces différentes entités-là, qui fait donc de la planification, de la coordination, la mise en œuvre technique, mais aussi tout ce qui est formation, renforcement de capacité, gestion des données, assistance aux utilisateurs et suivi, évaluation. Alors, nous, ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons plutôt opté pour l'approche district. Donc, M-Supply euh, est vraiment installé au niveau district. Donc, nous avons le déploiement dans tous les centres de santé publics de l'ère du district. Et nous faisons donc la formation en présentiel, mais aussi en ligne, l'installation et le coaching sur site. Nous faisons l'assistance aux utilisateurs lorsqu'il y a des incidents liés donc à l'utilisation de M-Supply. Nous menons aussi des missions de supervision et de conduite au changement et aussi des missions de résolution d'incidents quand ces incidents, bien sûr, ne peuvent pas être gérés en ligne. Alors, en termes d'architecture ici, de circuit donc des produits et de l'information, les produits donc partent de la nouvelle PSP qui utilise Sage X3 au niveau district, que eux ont M-Supply et réceptionnent avec ce produit-là, avec ce logiciel, et qui est ensuite le district donc livre ses ESPC, ses centres de santé donc qui ont eux aussi M-Supply. Et en termes donc de circuit de l'information, on part cette fois-ci du bas, donc de l'ESPC, qui, vu qu'ils ont le logiciel, donc passe leur commande qui arrive au niveau du district, au niveau du logiciel M-Supply, et la commande est passée à la NPSP via, pour le moment, c'est vrai, le logiciel e-Sigle, parce que M-Supply n'était pas encore implémenté sur toute l'étendue du territoire. Une fois que c'est dans le logiciel e-Sigle, il y a une interopérabilité avec Sage X3, donc les commandes sont reversées dans Sage X3 et sont traitées. Alors, en termes donc, de progrès, donc on voit ici la carte de la Côte d'Ivoire. Donc, en vert, ce sont les districts où M-Supply est déployé et en blanc, ce qu'on devra faire pour terminer. Donc, nous avons 93 districts déployés sur 113, soit 82% de taux de couverture. 2423 sites ont bénéficié du déploiement. 3405 gestionnaires ont été formés. Nous avons un taux d'utilisation, donc une fois que le logiciel est installé, de 64% et 67% de taux de résolution des incidents de type lorsque c'est le logiciel qui est impliqué et de 19% de taux de résolution lorsque c'est le matériel qui est impliqué, lorsqu'il y en a vraiment des pannes sur les ordinateurs, les serveurs, etc. Alors, les fonctionnalités qu'utilisent donc les gestionnaires donc, de produits au niveau des ISPC et des districts, au niveau de M-Supply, donc ils vont utiliser M-Supply pour faire l'inventaire, pour faire la réception des commandes, la régularisation des stocks, les rapports commandes, la distribution et transfert aussi en site, mais aussi la dispensation et aux patients, mais aussi la partie facturation. Il y a aussi un volet gestion de l'assurance. En Côte d'Ivoire, nous avons la couverture maladie universelle et c'est aussi intégré donc dans le logiciel. Alors, de façon peut-être un peu plus détaillée, les gestionnaires peuvent faire donc leurs inventaires grâce à l'impression, donc, par exemple, de fiches de comptage. Il y a de la gestion des lots, gestion des dates de prévention. Ils justifient donc les écarts dans le logiciel et ça génère des rapports d'inventaire et le stock est ainsi valorisé.
mSupply aussi permet donc de surveiller les niveaux de stock pour éviter tout ce qui est rupture et péremption. Donc, ça fait des alertes sur les surstocks et les sous-stocks et ça permet de prendre des décisions soit de transfert de stock, soit de commande d'urgence pour rétablir donc les niveaux de stock. mSupply permet aussi de rapporter aux gestionnaires, donc de rapporter, de commander les produits. Donc, ça facilite la compilation des données au niveau du district, puisque les données sont déjà disponibles à son niveau. Il n'y a plus besoin de compiler des rapports physiques comme c'était par le passé. mSupply intègre aussi les règles de cohérence du cycle intégré. Donc, ça permet donc vraiment de calculer automatiquement et de mettre à jour les consommations moyennes mensuelles. Et ça permet de suggérer une quantité à commander au gestionnaire. Et puis enfin, mSupply fait aussi la dispensation. Donc, le logiciel va permettre d'avertir en cas de tentative de dispensation ou de distribution d'un stock à péremption courte. Elle va respecter aussi le principe de premier périmé, premier sorti. Il fournit un historique complet des patients. Il imprime la facture bordereau des transactions. Donc, on a vraiment beaucoup plus de traçabilité. Alors ici, on va présenter vraiment un exemple d'utilisation de mSupply. Le tableau de bord au niveau global, c'est un tableau de bord qu'on peut visualiser aussi bien au niveau central, donc au niveau de la centrale d'achat, qu'au niveau région, qu'au niveau district, au niveau ESPC. Donc ici, c'est vraiment un tableau de bord qui va nous permettre d'avoir le taux de disponibilité, le point de la transmission des rapports commandes et le point des articles à risque. Donc ici, on voit qu'au total, vraiment, le nombre de rapports attendus au niveau de la centrale d'achat, à cette période, on était seulement à 19% de complétude. Le stock actuel sur tous les types de produits et programmes, j'ai oublié de dire que le mSupply est vraiment intégré sur tous les programmes précis, aussi bien même que les médicaments recouvrables. Et ce tableau de bord permet de voir les stocks à risque. Donc, on voit les articles en rupture par site, les sites en rupture et les stocks à péremption proche. Si on revient de façon un peu plus close, donc au niveau donc, d'un hôpital général, on voit ici sur ce même tableau de bord qu'il attend, il devait passer une commande, il en a passé, donc il a 100% de complétude et il a 83% de disponibilité. Il a un article en rupture, un site en rupture, donc c'est un niveau district, et il a 0 stock en péremption. Donc vraiment, quand le logiciel est vraiment bien utilisé, on peut vraiment mitiger les risques de rupture et de péremption. Alors, ce tableau de bord permet aussi de faire de la visualisation des données. Donc ici, on a une vue sur le nombre de sites qui utilisent mSupply. Nous avons le nombre de sites qui sont actifs, le nombre de sites qui ont synchronisé, ceux qui n'ont jamais synchronisé. Donc, les actions vont aller préférentiellement vers ces sites-là et qui sont classés aussi par niveau d'utilisation, donc de niveau 0 à niveau 4. Donc, c'est fonction de l'utilisation des fonctionnalités. Est-ce qu'ils utilisent l'inventaire? Est-ce qu'ils utilisent la distribution? Est-ce qu'ils utilisent le stockage, la dispensation dans le logiciel? Ça nous permet donc de les suivre et de mener des actions. Ici, nous avons le suivi en temps réel des activités menées. Donc, par exemple, pour une région, on a la liste des sites et on voit en fait quelles sont les fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas. Par exemple, pour le premier site, on voit qu'ils n'utilisent pas la fonction distribution et la fonction réception. Donc là encore, on va se rapprocher d'eux pour savoir quelles sont les difficultés rencontrées. mSupply nous permet de faciliter les déploiements de stock et de vraiment mitiger les risques de rupture. Nous avons donc en bleu tout ce qui est sur stock, par exemple. Nous avons sur le produit TLD, nous voyons le nombre de sites qui sont en rupture, en bleu ici, et de l'autre côté, en rouge, le nombre de produits qui sont en tension sur ce produit ou qui sont en surstock pour une même région. Donc, ça permet de faciliter les transferts de produits, de pouvoir suggérer donc des transferts de stock entre sites. Alors, quel a été l'impact de l'utilisation de mSupply? Donc, mSupply nous a permis d'avoir une visualisation à tous les niveaux des données logistiques jusqu'au même au dernier kilomètre. Elle nous a permis de standardiser et d'intégrer la gestion des outils.
de digitaliser ces outils de gestion-là et donc d'optimiser la gestion des stocks et la transmission des données. Donc, ça a aussi permis d'améliorer la qualité des données puisque lorsqu'il y a des incohérences dues à des erreurs de calcul, ça permet de corriger automatiquement. Nous avons ici, par exemple, en termes d'impact, le cas d'un district, le district de Bourguin à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On voit qu'à l'installation de M-Supply, il avait une disponibilité de 59,7%. Et à fin mars 2025, il était à 70,9%. Donc, vraiment, la bonne utilisation de M-Supply a permis de faire une remontée du taux de disponibilité, puisqu'on peut faire le suivi en temps réel des niveaux de stock. On a des alertes sur les niveaux de stock et ça permet de faire des suggestions de réapprovisionnement, comme je l'avais auparavant mentionné. Alors, nous avons rencontré quand même beaucoup de difficultés tout au long de 2019 à maintenant. Il y a la difficulté, il faut noter la difficulté à changer de comportement pour les gestionnaires. Ça a été très difficile. Il y a aussi le coût élevé des licences. Les mises à jour, les maintenances nécessitaient parfois le déplacement des experts de la fondation M-Supply, donc ça générait des coûts. On avait un nombre limité de connexions simultanées. 2 ou 3 seulement personnes pouvaient se connecter en même temps dans un seul site, en raison des restrictions de la licence que nous avons. Nous avons aussi le déploiement à l'échelle nationale, donc nécessitait beaucoup de ressources humaines et matérielles. Et les sites rencontraient parfois des difficultés de synchronisation des données et autres incidents, ce qui compliquait la transmission des informations au niveau du serveur central. Alors, quelles sont les solutions? Donc, par rapport aux incidents qui nous étaient remontés, il a été mis en place une application qu'on appelle GIMS, qui est la gestion des incidents M-Supply, qui permet donc de faire la remontée donc, de ces incidents-là, de les centraliser et d'optimiser la gestion. Donc, en fonction du type d'incident, une fois qu'ils ont un problème, ils se connectent sur l'application ou via appel téléphonique, un call center, et ils notifient donc leur incident et on définit donc quelle action à mener. Est-ce qu'on peut traiter en ligne ou est-ce qu'il faut aller faire une mission sur site pour résoudre donc ces incidents-là? Donc, cette application a été mise en place. Et si on veut regarder un peu le timeline et voir nos perspectives, on rappelle donc en 2018, on faisait la sélection de M-Supply. En 2019, il y a eu la phase pilote. En avril 2022, il y avait des débuts d'échanges sur Open Supply pour aboutir finalement en septembre 2024 avec la signature du contrat Open M Supply. Donc vraiment, une de nos grandes perspectives, c'est vraiment de passer à la fonction Open. Et donc, les avantages de l'Open M Supply, c'est qu'il n'y a aucun frais de licence à payer. Il y a un code source unique et les développeurs sont très contents parce que du coup, ils sont indépendants pour le développement, une facilité dans la maintenance et les mises à jour. Et il y a aussi une amélioration de la collaboration entre les gestionnaires puisque plusieurs utilisateurs d'un même établissement peuvent travailler sur la même base de données simultanément sans contrainte de nombre de licences et sur tout type de terminal, que ce soit l'ordinateur portable, le téléphone, la tablette, etc. Et il y a aussi une facilitation de la mise en œuvre de la couverture nationale puisque elle est disponible par web, donc c'est facile l'installation. Bénéficie aussi d'un support communautaire, que plusieurs pays utilisent cette fonction, donc ça permet de partager aussi les expériences. Et il y a aussi une évolution continue, puisque les mises à jour, elles sont régulières et sont basées sur les retours des utilisateurs eux-mêmes. Et il y a aussi cette possibilité d'intégrer d'autres systèmes de santé et de logiciels, donc une bonne interopérabilité. Alors, quelles sont les leçons que nous avons apprises lors donc de ce projet? C'est qu'il faut vraiment faire une sélection consensuelle du logiciel intégré de gestion des stocks des produits de santé. Il faut vraiment que ça intègre toutes les parties prenantes. Et ça implique aussi les hautes instances du ministère de la Santé. Nous avons bénéficié donc de l'appui du cabinet du ministère et de la Direction générale de la Santé, que nous remercions au passage. Et aussi l'implication des utilisateurs eux-mêmes, parce qu'on a tendance à vouloir toujours décider au niveau central pour venir imposer un logiciel à des gestionnaires et ça crée beaucoup de résistance.
Donc, c'est vraiment l'implication des utilisateurs dès le début, que ce soit au niveau central, régional, départemental, que SPC. La nécessité d'une version open source, parce que vraiment la version licence a été aussi très difficile, donc vraiment, il faut plutôt opter pour une version open source. Et il faut mettre en place une équipe vraiment projet entièrement dédiée qui comprend toutes les parties prenantes du projet. Et dès le démarrage, vraiment intégrer l'assistance à la gestion du changement. Vraiment, dès le départ, nous, on l'a fait en cours de projet, d'où les difficultés rencontrées. Et donc, nous, on vraiment conseille dès le départ de faire une assistance à la gestion au changement. Il y a la nécessité aussi d'avoir une bonne connexion au réseau Internet dans le pays, mais aussi dans les zones où devront être installés le logiciel. La nécessité d'une interopérabilité avec les logiciels existants, donc Sage X3 au niveau de la nouvelle PSP et les différents logiciels cliniques, DHS2, etc. Et la mise en place d'une équipe vraiment dédiée pour la résolution des incidents avec plusieurs niveaux. Et puis enfin, coaching permanent qui peut se faire aussi bien en ligne, sur site, à travers le call center et l'application Jeans que nous avons mise en place. Donc voilà, un peu présenté donc l'optimisation de la gestion des stocks par l'utilisation de Supply en Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et nous sommes disponibles pour toutes questions. Merci, merci, docteur Kodo Karine. Et je voudrais vous féliciter aussi pour cette brillante présentation aussi que vous avez faite, notamment ce lien avec les différentes parties nationales, hein, avec le soutien du ministère de la Santé, tout comme à Djibouti d'ailleurs, qui permet d'avoir vraiment une cartographie à l'instant T de ce qui est fait, d'avoir un monitoring sur les disponibilités, sur les sites qui ont aussi des difficultés et d'apporter des réponses, mais aussi surtout votre solution que vous avez mis aussi en place pour gérer ces incidents. Et tout ceci est à saluer parce que c'est une preuve que la centrale et le pays est engagé dans une démarche d'amélioration continue, que vous ne vous êtes pas contenté d'acquérir le logiciel, mais c'est d'aller toujours un peu plus en avant pour garantir une fonctionnalité, une efficacité donc, de tout ceci. Je vais demander à tous ceux qui participent à notre webinaire, qui ont peut-être des questions, des commentaires ou des partages d'expérience, de bien nous vouloir utiliser le chat pour pouvoir donc partager leurs impressions aux différents intervenants. Et pour ma part, je vais me permettre de rappeler les quelques questions que nous avons reçues dans le chat. C'est vrai que certains ont été déjà répondu par certains intervenants, mais il serait de bon aloi pour de permettre à tout le monde d'avoir connaissance des préoccupations et des réponses qui ont été donc apportées. Donc, je vais permettre donc à Richard de reprendre la main, donc de bien vouloir activer et sa vidéo et sa caméra et de pouvoir point par point répondre à ses préoccupations. Alors, la première question portait sur la comparaison entre le logiciel mSupply et le module WMIS de Sage. Quel commentaire pouvez-vous faire donc à cette préoccupation de Pierre? Oui, merci Asser et merci Pierre pour la question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on s'entend très bien. Parfait. Oui, donc je pense que d'un point de vue purement opération logistique, les logiciels sont assez comparables en termes de fonctionnalité. Ce qui va vraiment faire la différence entre les deux logiciels, c'est vraiment tout ce qui va être ce que les autres fonctionnalités qu'offre Sage et pour lesquelles ils sont des experts. C'est tout ce qui va être la gestion comptable et notamment même la gestion des ressources humaines avec la gestion des salaires, etc. Donc ça, là-dessus, clairement, Sage dispose de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles actuellement dans le logiciel mSupply. mSupply va vraiment avoir, comme je l'ai montré dans la présentation, tout l'aspect logistique, qui, je pense, est vraiment comparable avec ce qui est fait aujourd'hui dans le module logistique de Sage. Donc là-dessus, voilà. Donc c'est la vraie différence, c'est pour ces fonctionnalités supplémentaires.
et qui sont très importantes. J'ai pu le constater directement à Djibouti au niveau de tout ce qui va être gestion comptable notamment. D'accord. Vous répondez par là même à la seconde question qui était posée, donc, de savoir pourquoi avoir M-Supply à la centrale d'achat, alors que la connectivité Sage avec son module était, semble-t-il, donc être idéale. Oui. Quel est donc l'intérêt de M-Supply d'aller sur le territoire de Sage? Bon, ça, c'est aussi répondu parce que ce n'est pas un territoire, c'est plutôt, je dirais, un logiciel de gestion pour les centrales, mais bon, de gestion des systèmes d'information et de gestion. Donc, il y a cette complémentarité, cette interopérabilité qui permet donc que le logiciel M-Supply puisse donc s'implémenter dans nos chaînes d'approvisionnement. Si je peux me permettre peut-être sur ce point, oui, justement, allez-y. je dirais que, en plus, je crois que je me suis mal exprimé dans ma réponse. Moi, je pense que si le logiciel Sage est utilisé au niveau de la centrale d'achat et qu'il est bien utilisé, ou même un autre ERP du même type, alors il ne faut pas le remplacer par M-Supply. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Je pense que Dr Kodo serait d'accord, ou même Dr Hassan, de dire que voilà, l'installation d'M-Supply à la centrale n'a jamais été ne serait-ce qu'un projet. Voilà, si c'est un logiciel qui est bien adapté, comme je l'ai dit, avec des fonctionnalités qui sont bien spécifiques. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est ce que je disais aussi dans ma réponse, il y a des pays, notamment l'Angola, le Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, et puis d'autres pays, notamment en Asie-Pacifique, qui utilisent M-Supply également au niveau de leur centrale d'achat, qui le combinent avec un logiciel comptable open source ou non, voilà, pour pouvoir le complémenter de fonctionnalités dont ils ne disposent pas. Voilà. Après, l'autre différence entre les deux logiciels, c'est au niveau des coûts, forcément, au niveau des coûts de licence, où quand la licence pour la gestion d'entrepôt M-Supply est unique et ne se paye qu'une seule fois, celle de Sage est quelque chose qu'on doit payer plus régulièrement. Donc, c'est une autre différence également. Tout à fait. Voilà. Mais encore une fois, je répète que pour moi, une intégration entre Sage et M-Supply est l'option qui fait le plus de sens si le logiciel est déjà installé au niveau de la centrale. Bien noté. Monsieur Bouhari Bassière nous demandait comment on peut utiliser l'application pour la gestion des médicaments dans les formations sanitaires. C'est après que c'est revenu dans les différentes présentations, mais je vais quand même vous donner l'opportunité d'apporter un peu plus d'éclaircissement s'il nous a pris en cours de webinaire. Ben, je crois que, merci, oui, merci Boiry pour la question. Le logiciel a justement été conçu pour les formations sanitaires, donc pour les centres de santé. Donc, l'idée, c'est qu'un logiciel, justement comme Sage, va avoir vraiment des fonctionnalités complexes, plus sophistiquées, qui ne sont pas forcément adaptées à des pharmaciens ou des gestionnaires de stock, dont le métier est vraiment de pouvoir gérer les stocks de médicaments et la dispensation des médicaments. Donc, l'idée, c'est d'avoir un logiciel, justement, qui est simplifié, qui permet de faire les différentes transactions dont on a besoin, donc réception, distribution, inventaire, avec des interfaces qui sont simples, avec la possibilité d'utiliser le logiciel sur tablette. Et donc oui, donc c'est le but du logiciel principal, c'est son utilisation au niveau des formations sanitaires. Et qui de son utilisation par les communautés, telles que souhaitées par Madame Armande Yapi, parce que de plus en plus, bien sûr, comme elle le dit, les communautés sont impliquées, sensibilisées, amenées à contribuer donc dans la gestion donc des problématiques de santé. Non, bien sûr, bah là, la même chose, hein, un agent de santé communautaire pourrait être également équipé d'une tablette pour pouvoir gérer son stock de médicaments qu'elle distribue au niveau de sa communauté. J'ai également parlé de ce module qui permet de collecter des informations plus démographiques, épidémiologiques, qui se font souvent au niveau des communautés. Donc oui, c'est tout à fait envisageable de faire ça. On est en train également de travailler sur d'adapter l'interface pour être disponible sur appareil, enfin sur smartphone, donc qui faciliterait encore plus le travail des agents de santé communautaire, je pense, s'ils souhaitent utiliser une solution comme celle-ci. OK. Et donc, l'une des dernières, avant donc de donner la parole à Dr Kodo, ou alors on laisse Dr Kodo et on revient sur la dernière question pour ne pas changer de sujet. Dr Kodo, vous pouvez activer votre caméra et prendre la parole, s'il vous plaît. C'est toujours dans le même sens, vous partagez l'aspect pratique au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, le logiciel est utilisé pour la gestion des stocks. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, puisque le logiciel est installé sur tablette au niveau des sites, des ESPC d'abord,
et sur le desktop au niveau des districts. Une fois qu'ils reçoivent les produits, ils le renseignent dans le logiciel qu'ils ont reçu telle quantité de produits à telle date. Donc, ça met à jour leur stock. Une fois par mois ou selon les périodicités définies, ils font l'inventaire de stock et donc ça suggère un stock théorique. Et en fonction des dispensations qu'ils auront faites, donc des différentes sorties de produits qu'ils auront fait, si c'est un district, des différentes distributions, si c'est un SPC, les différentes dispensations, ça va nous permettre d'estimer les consommations et donc de retenir un stock théorique à la fin du mois. Quand ils font l'inventaire et comparent ce stock théorique à l'inventaire, il y a des écarts, ils justifient. S'il n'y a pas d'écart, le stock est mis à jour, la consommation moyenne mensuelle est mise à jour et ils peuvent passer la commande donc, au niveau supérieur pour remettre leur stock donc à jour. Donc voilà un peu concrètement comment on l'utilise ici, en tout cas en Côte d'Ivoire. Merci, docteur Kodo, pour ce complément de réponse que vous avez bien voulu partager avec nous. L'une des questions qui nous vient de Bouimba Eli, j'aimerais savoir si l'interopérabilité du logiciel mSupply peut s'appliquer à d'autres logiciels, par exemple, hein, ExactGlobe, utilisé par sa centrale d'achat. Je pense que qui doit nous écrire depuis l'Afrique centrale, certainement la RDC. En dehors de ces, l'interopérabilité avec d'autres logiciels, pouvez-vous nous en citer des exemples ou nous confirmer, par exemple, qu'avec ce logiciel ExactGlobe, cela est possible, Monsieur Moiseau? Alors, non, merci pour la question. Donc, pour le logiciel ExactGlobe en particulier, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où le logiciel cible, donc que ce soit Sage ou DHIS2 ou OpenLMAS, par exemple, dispose d'une interface qui permette l'échange de données, a priori, une interopérabilité est possible. Donc, voilà. Mais après, je tiens quand même à souligner que certains logiciels, notamment logiciels commerciaux, parfois bloquent l'accès à ces données, ce qui rend très compliqué l'interopérabilité. Voilà. Donc ça dépend vraiment du logiciel. Si je pourrais me renseigner pour ce logiciel en particulier, mais voilà, je pense que c'est tout pour ma réponse. D'accord, c'est bien noté. Bon, de toute façon, on a nos contacts et tous ceux qui ont des questions a posteriori donc, de ce webinaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On vous mettra en contact éventuellement avec la Fondation. Et si on a la possibilité de vous apporter aussi un support quelconque, on le fera volontiers. Je pense qu'on s'achemine vers les dernières questions. Comment garantir la qualité et la fiabilité des données saisies dans mSupply? Les données générées par mSupply sont-elles actuellement utilisées pour orienter les politiques nationales en santé publique? Donc, il y a deux questions. Qualité et fiabilité des données. Et est-ce que ces données-là aussi peuvent être utilisées pour orienter les politiques nationales en santé publique? Alors, la première question sera pour Richard. Et la deuxième question, très certainement pour Dr Hassan et Dr Kodo, s'ils sont toujours présents avec nous. Donc, Monsieur Richard, je vous donne la parole pour la qualité et la fiabilité. Comment s'assurer de la qualité de ces informations? Non, et c'est une très très bonne question. C'est la qualité et la fiabilité des données. Bah, j'ai déjà donné un élément de réponse dans la présentation, c'est-à-dire que selon moi, si on peut justement intégrer le système de gestion des stocks de la centrale d'achat avec le système national, ça permet vraiment d'avoir le système de la centrale d'achat, donc on a beaucoup parlé de Sage en l'occurrence, comme source de vérité. Donc c'est-à-dire que tout ce qui va être la référence de l'article, sa date d'expiration, son numéro de lot, le fabricant, etc., vont ensuite être des informations qui vont être transférées de cette centrale d'achat, donc un site unique, ou en tout cas avec ses agences régionales, et vers mSupply. Et normalement, la saisie manuelle de données au niveau des formations sanitaires ne devrait pas changer, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a qu'à confirmer la quantité de stock reçu, et donc c'est comme ça qu'on obtient voilà, des données de qualité et fiables. Maintenant, après, c'est des réponses, je veux dire, c'est comme l'a souligné le docteur Kodo, hein, il faut absolument qu'il y ait un coaching permanent des utilisateurs, s'assurer que les utilisateurs soient bien formés à l'utilisation du logiciel pour qu'ils saisissent les données correctement. Et voilà, et donc ça demande quand même une forme de supervision de la part des autorités en charge du projet pour s'assurer que les données soient fiables en l'occurrence. OK. Docteur Hassan, est-ce que vous êtes
toujours présent avec nous? Oui, je suis présent. Ouais. D'accord. Euh, Alors, on va, pour on va répondre revenir un vers peu à la vous hein, question. sur comment ces données-là peuvent influencer les politiques nationales en santé publique à Djibouti. Oui, d'ailleurs, c'est le but, hein, c'est le but de mettre en place un système d'information logistique, c'est pour avoir des données fiables, des données sur lesquelles on peut se baser dans les politiques. Maintenant, il faut aussi se donner les moyens de garantir la qualité de ces informations. Donc, et le logiciel doit, en même temps que le logiciel est utilisé, on doit mettre en place des supervisions qui permettent de garantir que les données saisies ou l'état de stock dans un centre de santé correspondent parfaitement au stock théorique qui figure dans le logiciel. Donc, voilà. Donc, il y a un travail à faire parce que, voilà, une confiance aveugle n'existe nulle part. Mais le but, c'est par la suite, ces informations puissent par la suite servir de base pour la politique pharmaceutique dans le pays. J'espère que j'ai répondu à la question de Herman. OK. Docteur Kodo? Oui, Serge. Alors, donc, je vais répondre déjà à la première question et à la deuxième question, comme je disais, qu'on n'est vraiment pas seul sur ce projet. On s'est surtout coordonné par la direction de l'activité pharmaceutique. Et je sais que Dr. Ojo, donc la sous-directrice, est connectée et Dr. Amand, le chef de projet Stock aussi, qui peuvent donc rebondir sur ces questions, si vous le permettez, à Serge. Donc, en fait, sur la première question, le logiciel ne fait pas tout, malheureusement. L'homme est un acteur majeur. Et donc, pour vraiment s'assurer de la qualité, il faudra, comme on l'a dit, les coacher, les former, mais aussi faire des missions sur site, des missions de supervision lorsqu'on se rend compte, puisque les données sont visibles, on voit tout de suite où il y a un problème, donc on peut essayer d'aller renforcer les capacités donc, de ces gestionnaires-là. Et donc, vraiment les suivre mois par mois et vraiment essayer de régler les problèmes. Donc, vraiment, d'abord les former, les impliquer dès le départ, les former, les coacher et les suivre vraiment tout au long donc, de ce projet-là. Et dans la deuxième question, je pense vraiment que une fois qu'on a des données qui sont de qualité, vous savez, ce sont des données logistiques, ça nous permet de faire l'estimation des besoins, donc la quantification des produits, donc les estimations annuelles des produits dont on a besoin pour un type de pathologie. Ça va nous aider dans ce sens, donc même ne serait-ce que pour mobiliser donc les ressources, les budgets de l'État ou mobiliser les ressources auprès donc, des partenaires techniques et financiers. Alors, donc, je ne sais pas si Dr. Ojo ou Dr. Amand veut bien intervenir. Non, on aurait bien aimé avoir. Je vais tenter avec Docteur Ojo. Docteur Ojo, vous pouvez activer votre micro et essayer de vous exprimer. OK, voilà, Voilà. merci. Allez, on vous donne 5 minutes rapidement. Oui. Non, je voulais bien merci. Excusez, je ne suis pas dans un cadre conventionnel, je suis dans un forum. Mais simplement pour dire effectivement que au niveau de la Côte d'Ivoire, nous finissons donc le déploiement actuellement. Nous sommes en train de terminer le déploiement d'ici, je crois, juillet, août, pratiquement. Et nous avons commencé à initier justement des forums d'analyse et d'exploitation des données. Voilà, parce que le tout est c'est vrai, de pouvoir d'abord booster, comme vous avez vu, hein, le taux d'utilisation, mais également de pouvoir garantir la qualité des données et de pouvoir prendre des décisions éclairées sur cette question-là. Voilà. Et donc, on commence à travailler aussi avec d'autres partenaires. Et justement, il y a une question dans le chat sur justement tout ce qui est API, métabase, pour vraiment aller vraiment constituer une métabase et pouvoir maintenant aller vraiment jusqu'au dernier kilomètre et pouvoir lever ce que nous appelons toutes les alertes sur
les approvisionnements, que ce soit le stockage avec le risque de rupture, de prévention ou même vraiment les prédictions de rupture. Donc, voici un peu ce que je peux dire actuellement. Merci. Merci, docteur Oji. On vous a mobilisé au pied levé alors que vous étiez dans un autre forum et toutes nos excuses. Mais merci pour votre participation et votre présence auprès de la CAM. C'est très apprécié. Sur ce, je pense que nous avons fait la revue de toutes les questions qui ont été formulées dans notre chat durant ce webinaire. Je voudrais remercier tous nos participants qui sont inscrits donc à ce webinaire. Nous avons près d'une centaine de personnes qui ont activement participé à ce premier webinaire donc, de l'année. Le prochain aura lieu dans les prochaines semaines. Nous allons vous communiquer et la thématique et les invités. Je voudrais remercier M. Richard Moiseau de la Fondation M-Supply, remercier le directeur général de la CAME de Djibouti, Dr Hassan Elmi, remercier le directeur général de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire, Dr Daniel Ibrahim Kouyaté et Dr Kodo, qui ont bien voulu prendre part aussi à ce webinaire. Et vous remercier ensemble. Nous allons faire un compte-rendu de ces discussions que nous allons volontairement partager, que vous pourrez télécharger sur nos différentes plateformes, que ce soit sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, mais également sur le site web de la CAM. Vous aurez donc les documents à télécharger. Au plaisir de nous retrouver très bientôt avec tous nos remerciements et à très bientôt.